Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est notre quatrième séance virtuelle du module Data Mining et Intelligence Artificielle. Pendant la première séance, nous avons donné une introduction générale sur l'intelligence artificielle, sur le data mining, sur le machine learning, sur le deep learning et les applications potentielles de ces disciplines. Pendant la deuxième séance, nous avons commencé l'apprentissage non supervisé et nous avons travaillé avec l'algorithme K-means, l'algorithme des K moyennes mobiles. K moyenne mobile ou bien K-means. C'est un algorithme très très connu, utilisé pour réaliser un regroupement, une agrégation, une segmentation, clustering en anglais, des données, bien évidemment. Bien évidemment, il n'existe pas que K-means en segmentation, mais traditionnellement, on commence avec K-means. Bien évidemment, on va avoir plusieurs autres algorithmes en segmentation pendant ce module. Maintenant, pendant la troisième séance, c'est-à-dire la séance passée, de la semaine passée, nous avons étudié les techniques de réduction des dimensions, c'est-à-dire comment on réduit le nombre des variables. Nous avons étudié la méthode ACP, analyse par composante principale. C'est-à-dire, toi, tu prends une base de données, un fichier plat contenant 30 colonnes, tu peux réduire ça, si c'est possible, en 2 colonnes, en 3 colonnes, 3 nouvelles colonnes. OK? Aujourd'hui, en fait, on va passer à une étape méga importante. C'est une étape très, très importante dans le processus d'analyse des données. Et ben, c'est l'étape de la préparation des données, data pre-processing, préparation des données. À cet égard, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est méga important. D'une part, c'est très important d'une part, et d'autre part, j'avoue, c'est compliqué, spécialement pour des gens qui viennent du développement logiciel. Ils vont découvrir des process, peut-être des gens qui viennent du BI, de Business Intelligence. Ils ont l'habitude de faire ça en ETL, Extract, Transform, Load. C'est-à-dire pendant la partie extraire, transformation, extraire, transformer et chargement des données. Bon, donc n'hésitez pas à me poser des questions et de m'interrompre. Voilà. Alors, data pre-processing. Et à l'intérieur du data pre-processing, la préparation des données, on va étudier ce qu'on appelle le feature engineering. D'accord? Allez, je commence. Je vais commencer rapidement par la méthodologie IBM Master Plan. Bien sûr, on ne va pas perdre notre temps en récitant la méthodologie. Je vais vous envoyer 2 vidéos de 2 heures. Ils parlent uniquement de la méthodologie IBM Master Plan, qui expose la méthodologie IBM Master Plan. Ces vidéos se trouvent sur YouTube. Mais, bon, je vais juste vous rappeler que, afin de réaliser un projet en sciences des données, il faut suivre une méthodologie. Afin de réaliser un projet en développement logiciel, il faut suivre une méthodologie. La question, est-ce qu'en développement logiciel, est-ce qu'en informatique décisionnelle, Business Intelligence, BI, est-ce qu'en informatique décisionnelle, Data Science, on utilise les mêmes méthodologies? Malheureusement, non. On peut pas. Chaque informatique de développement logiciel, informatique business intelligence, informatique data science, chaque informatique dispose en fait de ses propres méthodologies. Car chaque domaine dispose de ses propres spécifiques. Je ne vais pas vraiment parler de toutes les méthodologies, on n'a pas le temps. Ce n'est pas le focus de cette séance. Donc, je vous conseille de travailler avec le dernier cri des méthodologies utilisées en sciences des données. Le dernier cri, c'est IBM Master Plan. C'est une méthodologie développée par des docteurs informaticiens chez IBM. IBM, c'est une grande référence.
Et après, vous pouvez aussi appeler cette méthodologie The Foundational Methodology for Data Science. Je vous explique cette méthodologie. On commence par la compréhension du métier, business understanding. Si toi, tu ne comprends pas correctement le métier sous-jacent, tu ne peux pas effectuer des analyses des données fiables. Tu passes après à l'approche analytique. Dans l'approche analytique, tu vas décider, tu vas dire, afin de répondre à la question ou bien aux questions posées pendant la partie compréhension du métier. L'approche analytique consiste à fixer ta technique, ton approche. C'est-à-dire, est-ce que tu vas faire une segmentation, c'est-à-dire apprentissage non supervisé? Est-ce que tu vas appliquer un apprentissage supervisé, c'est-à-dire classification ou bien régression? Est-ce que tu vas faire peut-être une réduction des dimensions? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans l'approche analytique, on va fixer vraiment notre modèle. C'est-à-dire, on va faire de l'apprentissage supervisé, on va faire de l'apprentissage supervisé, on va faire de l'apprentissage renforcé, on va faire de l'apprentissage semi-supervisé. Après l'approche analytique, on passe aux data requirements. Qu'est-ce que ça veut dire, data requirements? En fait, tu dresses un cahier de charge, tu vas remplir, tu vas définir un cahier de charge qui contient l'ensemble des variables, l'ensemble des spécificités liées à tes données. Je te donne un exemple. Toi, tu travailles dans un supermarché. Enfin, tu travailles, c'est-à-dire en retail business. Quelles sont les variables pertinentes qui vont te permettre de dire que ce client va acheter ce produit ou pas? Eh bien, l'adresse de client compte. The gender, c'est-à-dire est-ce que le client est un homme ou bien est une femme, ça compte. L'âge de client compte. Eh bien, les spécificités de ces variables, tu vas les remplir ou bien tu vas les définir dans la partie data requirements, un cahier de charge. Une fois que tu finis avec ce cahier de charge, tu passes à la partie collection des données. D'accord? Tu vas collecter tes données à partir du web, à partir d'un ERP, Sage X3, SAP HANA, à partir d'un CRM Salesforce, ou bien à partir en fait de tes CRUD. Peut-être toi, tu vas parler avec les développeurs web de ton entreprise, et tes développeurs web, ils ont développé des formulaires sur le front-end. Tu vas leur demander en fait les bases des données collectées à partir de l'expérience client, à partir du front-end. Bref, data collection, tu vas récupérer des données à partir de plusieurs sources des données. Scrapping web, réseaux sociaux, bases des données déjà existantes dans l'entreprise, ERP ou bien CRM. Une fois on collecte les données, on passe à la compréhension des données. D'accord? Nous avons commencé un peu de compréhension des données, statistiques descriptives, et on a tracé quelques histogrammes, quelques neiges de poids. Après, on passe à l'étape d'aujourd'hui, la préparation des données. La préparation des données, data preparation. Bon, après la préparation des données, on trouve la modélisation. La modélisation, c'est-à-dire tu appliques un modèle mathématique, ou bien tu appliques un algorithme informatique sur tes données. On finit par l'évaluation. Selon l'évaluation, est-ce que si l'évaluation est correcte, on passe au déploiement. Le déploiement, tu vas utiliser par exemple les logiciels Power BI. Tu vas utiliser ClickView. Tu vas utiliser ClickSense, Tableau. Et si toi, tu es un gourou de développement web, tu vas utiliser Angular. Oui, on peut faire des dashboards avec Angular. Peut-être c'est mieux, c'est plus rapide. Tu vas utiliser, sinon, si toi, tu travailles avec Python, tu peux utiliser un framework Python, Django, Flask, ou bien un framework basé sur Flask, Dash. Et tu utilises des bibliothèques, c'est-à-dire, toi, en haut, tu fais du Python, mais en réalité, tu consommes du JavaScript. À la fin de la journée, tu vas déployer ta solution, ton modèle. Et à la fin, vraiment, ça c'est la particularité de cette méthodologie, on trouve le feedback client, c'est-à-dire la vraie évaluation. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? La méthodologie, elle est cyclique. D'une part.
La méthodologie est agile. Il y a des va et des viens. Il y a plein de flèches. Il y a des va et des viens. C'est-à-dire, dès qu'on détecte un problème au niveau d'une étape, on va revenir à l'étape précédente pour rectifier le problème. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle le cycle de développement logiciel, la méthodologie Scrum Agile. Écoutez, interrompez-moi, hein, c'est-à-dire si vous ne comprenez pas un truc, dites-moi. Donc, s'il y a un problème au niveau du feedback client, je reviens au modèle, je change de modèle. S'il y a un problème au niveau de évaluation du modèle, je reviens au modèle. S'il y a un problème au niveau du modèle, je reviens à la préparation des données. S'il y a un problème au niveau de la préparation des données, je reviens à la collection des données. Je reviens aux data requirements. Tu vois, c'est très agile. OK? Nous, aujourd'hui, on ne va pas décrire toute la méthodologie. Hein. Il y a 2 vidéos YouTube sur ma chaîne qui décrivent ça entièrement pendant 2 heures. Allez, on va décortiquer, on va vraiment zoomer, on va aller regarder à l'intérieur de l'étape préparation des données. Donc, je vous donne ici pas une méthodologie, mais un process flow, c'est-à-dire un flux de travail en sciences de données. Business problem, data collection, data discovery, vectorisation des données. Nous avons fait ça la semaine passée. Tu prends une image, tu transformes une image en matrice via une pixelisation, et puis tu changes la forme de ta matrice carrée qui représente l'image, tu transformes ça en ligne. On appelle ça vectorisation. Tu prends des données textuelles, un texte. Tu vas encoder les mots, et puis tu transformes ton texte en un vecteur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vectorisation. C'est-à-dire, on met les données sous forme des tables. Puis, on passe à la préparation des données, modélisation, évaluation, déploiement, tracking. Le tracking, ce que en BI Master Plan, on trouve feedback client, ici on trouve tracking. Et puis en fait, on finit par des boucles, c'est-à-dire on loupe, plein d'itérations. À l'intérieur, bien sûr, avec les équipes, bien sûr, avec des discussions avec les équipes de développement et les équipes de déploiement, les équipes opérationnelles, enfin, tu vas discuter avec tout le monde. Il faut vraiment, si toi, tu vas intégrer un job de data scientist, tu dois avoir un sens de discussion. Tu dois discuter avec tout le monde. Je continue. Donc, à l'intérieur de la préparation des données, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous montrer la préparation des données selon plusieurs angles. Selon l'angle d'une méthodologie. C'est-à-dire, si moi je parle d'une méthodologie de travail, c'est-à-dire management, comment gérer un projet, regardez où vous allez trouver la partie préparation des données, ou bien l'étape préparation des données. Vous allez trouver ça entre data understanding, la compréhension des données, et le modèle. Si toi, tu veux chercher où tu trouves l'étape préparation des données dans le process flow, tu vas trouver ça entre la vectorisation et la modélisation. Maintenant, si toi, tu veux vraiment regarder où on trouve la préparation des données dans les pipelines d'analyse, c'est-à-dire les flux d'analyse, les pipelines d'analyse. Je te donne donc ce schéma, et je commence à expliquer le rectangle rouge. D'ici la fin du module, on va faire de l'apprentissage, c'est-à-dire ici, learning, apprentissage. On va parler de la sélection du modèle, cross-validation, les métriques, et ainsi de suite. Aujourd'hui, puisqu'on traite la préparation des données, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la préparation des données? Allez, première sous-étape, on va trouver ce qu'on appelle feature extraction, c'est-à-dire extraction des variables pertinentes. Eh bien oui, toi, quand tu prends un tableau contenant 30 colonnes, ou bien un tableau ayant 100 colonnes, 1000 colonnes, 1 million de colonnes,
Bien évidemment, il existe des colonnes qui contiennent beaucoup d'informations. Et il existe des colonnes qui ne contiennent pas beaucoup d'informations. Toi, ton but, c'est de sortir cette information, le ma'louma, tkharraj al-ma'louma. Il y a des colonnes qui contiennent beaucoup d'informations, et il y a des colonnes qui ne contiennent pas beaucoup d'informations. Là, tu vas me poser une question. Tu vas me dire, comment moi je fais pour savoir quelle colonne, à la fin S, contenant de l'information utile? Déjà, cette technique, ça s'appelle feature extraction. Tu vas extraire ces colonnes. Puis, on va sélectionner entre ces colonnes. On va effectuer une sélection entre ces colonnes. Puis, on va réduire le nombre des colonnes, réduction des dimensions. Nous avons commencé à faire ça la semaine passée, ACP. Puis, tu vas faire un échantillonnage aléatoire. Tu vas appliquer un bootstrap. Tu vas appliquer, par exemple, une cross-validation, validation croisée. Tu vas appliquer un rescaling. Tu vas remettre à l'échelle tes variables numériques. Toutes ces sous-étapes, on les trouve où? Dans la préparation des données. D'accord? B. Jusqu'à maintenant, c'est théorique. Pour vous, c'est très théorique. Vous allez me dire feature extraction, feature selection, dimensionality reduction, scaling, sampling. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement toutes ces sous-étapes? Allons-y. Je vais vous répondre à la question dans quelques minutes. Dans le slide numéro 5, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé, en fait, d'apporter une réponse à une question maintenant très à la mode. Cette question résume tout simplement le clash, c'est-à-dire l'inertie, les problèmes qui se trouvent entre les équipes de développement logiciel, c'est-à-dire les équipes traditionnelles, les ingénieurs informaticiens, et les équipes des sciences de données, les data scientists et les business analysts. Par rapport en fait, c'est-à-dire à l'origine de ce slide, et je l'ai pris à partir d'une présentation réalisée par la startup Instadeep. Allez, je vous explique. Là, sur le slide numéro 5, vous allez trouver deux niveaux. Vous allez trouver deux niveaux. Et je pense que vous êtes en train de reconnaître un niveau déjà. Comment je vous dis define, définir un problème et définir les spécificités d'un problème, réaliser le design d'un problème, puis faire un développement, développer, puis intégrer, puis tester, et puis en fait on reprend. Définir, design, développer, intégrer, tester, définir, design, développer, intégrer, tester. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi, d'après vous? Hein? Eh bien, c'est la méthodologie. Voilà, ce sont. Oui, Foued, oui, Abdesleb. Oui, en fait, ce sont des sprints. Oui, c'est le développement logiciel. Là. OK. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, si on passe au deuxième niveau, comment je te dis? Définir un problème, collecter des données, préparer des données, analyser ces données, modéliser les données, faire un entraînement, évaluer le modèle, et puis hypertuning, c'est-à-dire régler les paramètres du modèle, et intégration. Et on répète, ça, c'est le process, c'est-à-dire le deuxième niveau représente le process sciences de données. Data mining, machine learning, deep learning. Le premier niveau, c'est le développement logiciel usuel. Le développement logiciel que vous êtes en train de faire. Eh bien, on trouve le problème. Le problème, on le trouve au niveau de l'intégration. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de l'intégration, c'est-à-dire la fusion entre le développement logiciel et les sciences de données. On ne va pas parler de ça. La science ne parle pas de ça. Mais je voudrais juste, à partir du slide numéro 5,
vous montrer la position de la préparation des données dans le processus final. C'est-à-dire dans l'architecture qui fusionne les deux, le développement logiciel et les sciences des données, vous allez trouver la préparation des données ici. OK, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? La préparation des données, c'est très important. La préparation des données, c'est très important. Allez, à partir de slide numéro 5, 6, les choses vont vraiment se compliquer et je veux vous donner quelles sont les étapes qui se trouvent dans la préparation des données. Tout d'abord, tu prends tes données. Tu essayes de détecter les champs manquants. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des champs manquants, des données manquantes dans tes données? Et une fois que tu détectes ces champs manquants, maintenant, tu vas passer à une autre question. Tu vas me dire, qu'est-ce que je fais s'il y a des champs manquants, s'il y a des données manquantes dans mes données, dans ma table? Est-ce que je supprime les lignes? C'est-à-dire, si je trouve un champ manquant, est-ce que je supprime la ligne qui contient ce champ manquant? N'oubliez pas, une ligne, c'est un client. Une ligne, c'est une transaction. Bon, si toi, tu disposes de 1 million de lignes et tu supprimes 300 lignes, c'est pas grave. Mais si toi, tu disposes de 200 lignes et tu as 50 lignes contenant des champs manquants, tu vas supprimer 25% de tes données. Problème. Maintenant, si toi, tu trouves des champs manquants, est-ce que tu as le droit de supprimer les colonnes? Donc, réfléchis en termes de lignes et de colonnes. Maintenant, il existe une autre solution. Si toi, tu as des champs manquants, comment tu fais? On les remplace par la valeur moyenne, par la médiane, par la valeur la plus fréquente, ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà, dès le début, on commence par des problèmes. C'est-à-dire quand toi, tu ouvres ton tableau, tes fichiers, ta base de données, et tu trouves des champs manquants, eh bien, tu vas dire bonjour les problèmes. Tu commences à réfléchir, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire pour contourner le problème des champs manquants. Bref. Donc déjà, cette première sous-étape contient plusieurs étapes. Maintenant, on va étudier tout ça, ne vous inquiétez pas. Maintenant, tout d'abord, on commence par détecter les champs manquants, et puis on essaie de supprimer les variables ayant une faible variabilité, car quand une variable possède une faible variabilité, alors cette variable ne contient pas beaucoup d'informations. Et je continue en fait comme ça, verticalement. Car il existe plusieurs possibilités. Sinon, on peut supprimer les variables mutuellement corrélées. C'est-à-dire, toi, tu calcules la matrice de corrélation. Quand tu trouves deux variables corrélées, tu supprimes une et tu gardes une. Car deux variables corrélées, c'est-à-dire fortement corrélées, contiennent la même information. Quand toi, tu calcules le coefficient de corrélation linéaire entre deux variables, et tu trouves par exemple 0,9. Eh bien, ces deux variables sont fortement corrélées, linéairement. Donc, dans la première variable, tu vas trouver la même information que trouvée dans la deuxième variable. Donc, tu supprimes une et tu gardes une. C'est clair? Après, on va parler. Je veux vous montrer comment on fait ça. Sinon, on passe à la suppression des multicollinéarités. Parfois, tu tombes sur des variables qui sont mutuellement corrélées. Il y a des multicollinéarités. Donc, il faut supprimer toutes ces variables et garder une seule variable. Et puis, on passe à la corrélation avec la variable cible. Si ta variable n'est pas très corrélée avec la variable cible, dans un contexte d'apprentissage supervisé, cette variable ne va pas t'apporter beaucoup d'informations. Donc, tu vas la supprimer. Puis, on passe en fait à la sélection des variables importantes avec l'utilisation de quelques algorithmes. On peut dire, cette variable contient de l'information, cette variable ne contient pas d'information. Ces algorithmes sont lasso, arbre de décision, forêt aléatoire, enfin, toutes les méthodes d'ensemblistes. Avec les méthodes d'ensemblistes, on peut sélectionner entre les variables. Tu vois? Donc, déjà, ce parcours est très lent. Maintenant, on peut faire détection des champs manquants, suppression des variables ayant une faible variabilité. Puis, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, tiens, je veux réaliser une réduction des dimensions. Tu vas me faire une ACP, analyse par composante principale.
Toi, imagine, tu commences par 30 colonnes. 30 colonnes. Je ne parle pas du nombre de lignes. Hein. Encore une autre fois, plus on a de lignes, mieux c'est. Plus N, le nombre de lignes, le nombre des clients, le nombre de transactions augmente, mieux c'est. On diminue l'erreur. Notre problème, ce n'est pas le nombre de lignes. Dans une matrice rectangulaire, notre problème, ce n'est pas le nombre de lignes. Notre problème, c'est le nombre de colonnes. La malédiction des grandes dimensions. Donc imagine, toi, tu as 30 variables, 30 colonnes. Tu fais la CP, tu passes par exemple à 3 colonnes. D'accord? On peut après étudier la corrélation entre ces 3 composantes principales, ces 3 nouvelles colonnes fabriquées à la base des 30 colonnes. On va étudier la corrélation de ces 3 composantes avec la variable cible. Et puis, on peut sélectionner entre ces 3 composantes encore avec l'assaut arbre décision faire aléatoire. Sinon, on peut faire détection de champs manquants, suppression des variables ayant une faible variabilité, ACP, segmentation, corrélation. Sinon, on peut faire segmentation, corrélation. Sinon, on fait ACM, AFM, AFC. ACM, c'est analyse par correspondance multiple ou bien des correspondances multiples. AFM, analyse factorielle multiple. AFC, analyse factorielle de correspondance. Ce sont en fait des techniques d'analyse factorielle. Ne vous inquiétez pas, on va voir toutes ces techniques pendant ce module. Bon, là, tu vas me demander, tu vas me poser une question, tu vas me dire, il y a trop de flèches. Est-ce qu'il existe une technique? Je parle dans l'état préparation des données. Tu vas me demander, est-ce qu'il existe, c'est-à-dire un plan qui me permet de réaliser une bonne préparation des données? Personnellement, j'ai passé à peu près 9 ans de ma vie en fait, à analyser des données. En fait, tous les jours, on découvre des nouvelles techniques. Après, si c'était simple, tout le monde aurait analysé leurs données de manière fiable. Je vous ajoute que 85% des projets data science échouent, n'arrivent pas à leurs objectifs. Ah, c'est pas le développement d'un site web ou bien d'un site de e-commerce ici. Non, là, on va analyser des données, c'est trop compliqué. Donc, ce qui explique l'existence de beaucoup de flèches. L'étape de la préparation des données, on va l'aborder sous le paradigme, tu testes, tu expérimentes, tu essayes. Oui, c'est pas une science. La préparation des données, c'est un art. Fun. La préparation des données, c'est un art. Ce n'est pas une science. Moi, je vais te donner en fait ce que moi je pense, c'est-à-dire le process le plus fiable. Mais toi, à notre jour, tu dois rester devant ton PC, il faut être zen, il faut être vraiment à tête reposée et il faut appliquer ces étapes l'une après l'autre et essayer de trouver le bon cheminement. La préparation des données, c'est un art. OK? Bon, là, je vous ai mis un slide en anglais. Peut-être il y en a parmi vous des gens qui veulent chercher et faire des recherches sur YouTube ou bien sur Internet de ces mots techniques. Donc, en fait, le slide numéro 6 est plus détaillé que le slide numéro 7. Allez, maintenant, on va passer à la partie vraiment technique de notre exposé. Alors, je suis désolé, il est en anglais. Après, si vous comprenez un truc, vous me dites. Je vous réexplique. La question, comment on peut préparer des bonnes bases de données? Comment on peut préparer des bonnes données pour donner ça au modèle? OK? On doit préparer nos données, data pre-processing. Tout d'abord, on commence par régler les problèmes des données manquantes, puis, forcément, on va trouver des données catégoriques dans nos données, c'est-à-dire des variables qualitatives. Sexe, femme, homme. Région, Espagne, Allemagne, France. Je ne sais pas moi, peut-être gouvernorat, Tunis, Sousse, Gafsa, Béja, mais je ne sais pas moi, Medni, enfin,
le nombre de gouvernorats qui se trouvent en Tunisie. C'est la variable. Imagine, toi, tu travailles sur des agences bancaires. Les agences bancaires se trouvent dans tous les gouvernorats. Donc, finalement, tu vas finir par une colonne gouvernorat. Une colonne peut-être région, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu comprends? Donc, des variables qualitatives. L'algorithme informatique, le modèle mathématique ne comprend pas ces variables qualitatives. Ne comprend pas, malheureusement, ces variables. C'est-à-dire, toi, tu vas lui donner Tunis. Qu'est-ce qu'il va faire avec Tunis? C'est un algorithme mathématique. Tu dois lui encoder cette variable. On va voir comment encoder aujourd'hui. Puis, on va diviser l'ensemble des données en un ensemble d'entraînement, train dataset, et un ensemble test. D'accord? Puis, il y a le rescaling, la remise à l'échelle. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment on va ramener deux variables à la même échelle. Je te donne un exemple. Tu prends le salaire, la variable salaire, dans la ville de New York. Tu peux avoir des gens qui touchent $1 par mois. Oui, il y a tellement de pauvres à New York, tellement de pauvres qu'ils puissent toucher €, $1 par mois. Et tu trouves des multimilliardaires qui touchent $1 milliard par mois, 10 à la puissance 9. Imagine la dynamique, imagine la variabilité. $1 jusqu'à 10 à la puissance 9 $. 1 derrière lui, 9 zéros. Et tu prends la variable âge. Enfin, donnez-moi le seuil de âge. 100, 110. Est-ce que tu vas vivre jusqu'à 110? Je ne sais pas, moi, j'espère pour toi. Donc l'âge varie entre 0 et 100. Donc, toi, comment tu vas extraire de l'information à partir d'une variable qui varie entre 0 et 1 milliard et une variable qui varie entre 0 et 100? Tu peux pas donner ça à tes algorithmes, à tes modèles mathématiques. Tu vas exploser tes modèles mathématiques, tu vas exploser tes algorithmes informatiques. À cet égard, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire ces variables à la même échelle. Rescaling, remise à l'échelle. Je vais te montrer comment tu fais ça. Et puis, il y a la sélection des variables les plus intéressantes, les plus discriminantes. OK? Et puis, on va finir avec la forêt aléatoire. OK? Allez. Donc, qui dit préparation des données dit toutes ces étapes. C'est clair? Allez, on va commencer par la première étape. Dealing with missing data. Comment on traite les données manquantes, les champs manquants? Première étape. Tout d'abord, il faut découvrir l'existence des valeurs manquantes. Deuxième étape, il faut peut-être supprimer les lignes contenant les champs manquants ou bien supprimer les colonnes. Et troisième étape, on peut peut-être remplacer les champs manquants. Donc, je vous conseille, allez, on va commencer par coder. Donc, s'il vous plaît, allumez vos fichiers Jupyter Notebook et on va coder. Alors, donc Jupyter Lab. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Profite jusqu'à, enfin, à l'instant que mon PC démarre le fichier Jupyter Lab. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui viennent, par exemple, des équipes pluridisciplinaires ou bien des entreprises où il y a des équipes, des data scientists et des équipes d'ingénieurs informaticiens en développement logiciel? Non, personne. C'est-à-dire tout le monde vient uniquement du développement logiciel ici. OK. Allez. Donc. Et s'il vous plaît, chargez aussi le fichier .csv. Clear workspace. D'accord, allez. Donc, je change le nom du fichier Jupyter Notebook.
et j'écris data pre-processing. Voilà. Appliquer scoring client banque. Banque, hein. J'ai mis BL. Dîner. Donc, je crée plusieurs cellules. Première cellule, Markdown. Écrit séparation de données. On va commencer par la première étape, c'est traitement des données manquantes. On dit aussi champ manquant. Alors, on va charger les bibliothèques de base utilisées par n'importe quel data scientist. Donc, math.lib inline, ça c'est une commande magique. NumPy, pandas et matplotlib. Attention, les hashtags, ce sont des markdown, hein, ce ne sont pas des codes. OK, donc, allez, on va commencer par le chargement des données. Donc, chargement des données. Et notre fichier aujourd'hui, c'est, voilà, c'est quoi? Bank of America, donc touch, bank. Voilà, le fichier s'intitule Bank of America data.cv. Je vais toucher le fichier, puis je vais rapidement l'afficher. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? More Bank of America. Tiens, un fichier CSV, comme un separator value. C'est quoi le séparateur? C'est une virgule. Très bien. Allez, on va charger ce fichier, donc df est égal à pd read CSV Bank of America. Voilà. Enfin, le séparateur par défaut, c'est une virgule. Hein. Pourquoi moi je fais ça? Bon, juste rapidement, je vous montre pd read CSV. Ah, le file path or buffer, c'est quoi? C'est-à-dire c'est le chemin d'accès au fichier. En fait, moi je travaille dans le même répertoire que le fichier, donc je mets juste le nom du fichier. D'accord? Okay. Bon. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude toujours de mettre juste le nom du fichier. Toi, bien évidemment, tu peux mettre le chemin d'accès. Si toi tu bosses avec Windows, tu peux mettre le R pour le streaming. Bref. Maintenant, sep, le séparateur par défaut, c'est une virgule, et ainsi de suite. Enfin, on trouve plusieurs. C'est une API. Hein. Le PD Read CSV, c'est une API. Hein. C'est même pas une méthode. Tellement c'est riche en arguments et en entrée-sortie. Bon, je vous invite quand même à aller regarder le help. OK. Allez, on va regarder donc notre fichier. Voilà nos données. Donc, nos données, ce sont des données issues d'une banque. Tu vas me demander les données de quoi? Mais je réponds, ce sont des données de plusieurs clients. Je fais df.shape
fais df.shape. Nous avons 5960 lignes, 13 colonnes. 5960 lignes, 13 colonnes. En effet, chaque ligne représente un client. C'est-à-dire ça, c'est un client. Ça, c'est un autre client. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque client est catégorisé et classifié, c'est-à-dire ce sont des données historiques, en un mauvais client, c'est-à-dire quand tu trouves sur la colonne bed, tu trouves un, ça veut dire que c'est un mauvais client, un client risqué. C'est un client risqué. 0, c'est un client qui n'est pas risqué. Risqué n'est pas risqué par rapport à quoi? Par rapport à un crédit. Par rapport au recouvrement du crédit. C'est-à-dire, cette banque, c'est une banque américaine qui a collecté des données historiques par rapport à ses clients. Elle a collecté la raison pour laquelle les clients ont pris des crédits, home improvement, c'est-à-dire tahsin maskan. Est-ce que le client veut prendre le crédit pour améliorer sa maison? Home improvement. Même chez les Américains, ils ont la même chose. Debt consolidation. Il y a des clients qui s'endettent, qui veulent un crédit, ou bien qu'ils ont pris un crédit pour rembourser un autre crédit. Debt consolidation. Bon, ça c'est la raison. Question maintenant. La raison, reason ici, c'est une variable qualitative ou quantitative? Ah, bon, je te laisse réfléchir. Maintenant, là tu trouves des NaN. Il y a des NaN. Ce sont des champs manquants. Ah, il y a des données manquantes. On trouve l'OAN, c'est-à-dire combien le client demande, combien il a demandé, 1100 $, 1300 $. Et à la fin du fichier, tu vas trouver 89 900 $. Apparemment, l'ingénieur Big Data qui a travaillé sur le process ERP ou bien CRM, ETL, jusqu'à le Data Warehouse, et puis il a extrait le fichier plat, il a trié les clients. Donc, nécessité après de faire un échantillonnage aléatoire. Les clients ici, ils sont triés. Les clients les plus riches se trouvent à la fin. Quelqu'un qui demande un crédit de 80 000 $, c'est quelqu'un qui diffère. Je pense que sa classe sociale diffère radicalement d'un client qui demande 1100 $. Et ainsi de suite. Donc, on trouve un mélange entre des variables numériques. Par exemple, là, c'est la valeur de la propriété. C'est-à-dire le client, il va mettre à la disposition de la banque une propriété ou bien une partie d'une propriété pour garantir le crédit. Donc, il y a des clients qui ont mis 39 000 $ comme valeur de propriété. Et à la fin, là, on va trouver des clients qui mettent 112 000. Enfin, il y a 112 000, il y a 88 000. Enfin, on voit que la valeur change. Bref, finalement, il y a des variables numériques continues, il y a des variables numériques discrètes. Nous avons aussi des variables qualitatives, reason is job. Quand toi, tu vas peut-être candidater pour un crédit, on va te demander ton job, ton travail. Est-ce que tu es ingénieur informaticien? Est-ce que tu es prof? Est-ce que tu es enseignant? Est-ce que tu es secrétaire? Je ne sais pas, moi. Eh bien, c'est une variable qualitative. D'accord? Bon. Ce que je suis en train de faire ici, c'est un peu la compréhension des données. D'accord? Bon. Je fais donc df info. df.info, c'est une méthode, j'appelle cette méthode. C'est les tiers douteux. C'est les tiers douteux. Abdelaziz, qu'est-ce que tu veux dire par des tiers douteux, hein, si tu m'entends là? Bed égale à 1. Un mauvais client, c'est 1. La variable cible se trouve à gauche. La variable cible se trouve à gauche.
La variable cible se trouve à gauche. Sinon, Abdeslam, Abid, en fait, moi, personnellement, je ne suis pas statisticien. Je ne dis pas quali, je dis variable qualitative. Les statisticiens disent quanti, quali. Bon, moi, je dis qualitative, quantitative. Moi, je viens d'une école mathématique. Mais voilà. Donc, df.info, c'est une méthode qui nous donne plein d'informations sur les données. Donc, regardez. Quand tu trouves, toi, object, ça veut dire que la variable est une variable qualitative. Donc, reason et job, ce sont deux variables qualitatives. Maintenant, il y a combien de clients? Il y a combien de lignes? 5960. Regarde, avec juste un coup d'œil sur df.info, tu peux remarquer l'existence des variables manquantes, des champs manquants. Regarde, mortgage due. Normalement, on s'attendait à 5960. Nous avons 5442. Value, on s'attendait à 5960. Nous avons 5848. Tu vois? Donc, apparemment, il y a des valeurs manquantes. C'est-à-dire, toi, quand tu ouvres ton fichier et tu trouves des variables qualitatives, tu vas dire, OK, bonjour les problèmes. Maintenant, si tu trouves encore des valeurs manquantes, double problème. C'est trop compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va traiter ça aujourd'hui. Et on voit que l'espace mémoire occupé par le fichier, c'est 605 kilos. On commence en fait à faire des dégâts. Ah, peut-être c'est pas 200 mégas, 300 mégas. C'est pas l'intérêt de planter vos PC, mais 1 méga quand même, 1 méga à peu près 6000 clients. Allez, qu'est-ce que nous avons dit, nous? Rapidement, la première étape dans la préparation des données consiste à régler le problème des valeurs manquantes. Maintenant, comment on fait pour régler le problème des valeurs manquantes? Déjà, il faut découvrir les valeurs manquantes. Regardez comment on fait. Je viens ici, je fais Markdown et j'écris traitement des valeurs manquantes. Traitement des valeurs manquantes. OK? Donc, recherche des valeurs manquantes. PDF is. Voilà. Allez, tout le monde, hein. Tu viens ici, tu fais df. df, c'est notre data frame. Hein. C'est un objet pandas. C'est un objet pandas, un objet data frame, de la classe data frame. Quand on dit objet, on dit méthode, fait point, is. Tu vas tomber avec isNA. Ou bien tu tombes sur isNull. Okay? Allez, on va utiliser isNA. Mais de parenthèse, car isNA, en réalité, c'est une méthode. Mais une parenthèse. Bon. Tu obtiens, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens false, true, false, true. C'est-à-dire, si la valeur est présente, il ne s'agit pas d'une valeur manquante, tu vas trouver false. C'est-à-dire la valeur est remplie. Toi, tu as dit isNA. Est-ce que cette valeur est manquante? Si la valeur est vraiment manquante, tu vas trouver true. C'est clair? Bon, bien évidemment, quand tu regardes df.isNA comme ça ne va pas t'aider. Ce n'est pas une grande aide. Bon, je passe en fait quand même à l'autre méthode, df is null. df is null. Bon, je vais commenter ça. Et on obtient ici le même résultat. False et true. C'est clair? Is null aussi donne le même résultat. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. Bon, je vais faire ça comme ça. Je viens ici et je vais appliquer une requête très connue en SQL. C'est quoi cette requête? Ça. Je vais appliquer en fait une somme. C'est-à-dire, sur le data frame isNA, sur ce data frame, je vais commencer à compter les false et les true. Maintenant, n'oubliez pas, false et true, ce sont deux variables booléennes. Mais quand toi, tu regardes les classes, les diagrammes des classes
des variables booléennes et puis des integers. Je trouve que quand tu fais la somme de true et true, somme, hein, je ne dis pas opération logique, tu vas finir par 2, car true c'est 1, false c'est 0. Donc comment quand je fais la somme, je vais additionner tous les true. Est-ce que c'est clair? Bon, ça c'est un peu de l'informatique, quoi, basique. Donc, df is na.sum, ça te donne le nombre des champs manquants, colonne par colonne. Bon, je vais voir, est-ce que je peux changer l'axe? Oui, je peux changer l'axe. C'est-à-dire, si tu lui dis axis equal 1, axis égale à 1, ça va te calculer le nombre des valeurs manquantes par ligne, ligne par ligne. Et si toi, tu lui donnes 0, axis equal 0, ça va te calculer, ça va te compter le nombre des valeurs manquantes colonne par colonne. Apparemment, tu as compris que la valeur par défaut dans la méthode SAM, c'est axis égale à 0. C'est clair? Bon, allez, je t'envoie ça encore aussi. Je t'envoie ça et je continue mon analyse. Maintenant, bon, je change l'axe, bon, ou bien je garde l'axe comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, on n'a pas plein de variables. Hein. Nous avons tout simplement 13 colonnes. Mais imagine, un autre jour, tu finis par 300 colonnes. Et imagine, les 10 premières colonnes contiennent 0 valeur manquante, les 10 dernières colonnes contiennent 0 valeur manquante, et les valeurs manquantes se trouvent au milieu. Comment tu fais pour savoir? Comment tu fais pour savoir? Eh bien, tu appliques une somme sur la somme. Tu agrèges. Somme. Tu vois? C'est-à-dire, au total, il existe 5271 champs manquants. C'est clair? Tu prends le data frame, tu fais is na, is nul, tu fais sum, tu obtiens les champs manquants colonne par colonne, et puis tu fais sum, tu vas additionner tous les champs manquants, toutes les variables manquantes. Voilà. Donc, toi, tu dois commencer par ça. La première chose à faire, tu dois découvrir l'existence des champs manquants. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Nous avons des colonnes contenant 0 champ manquant. Enfin, c'est par exemple la variable cible. Oui, en fait, ce sont des données historiques. La banque sait que ce client est un bon client, sait que ce client est un mauvais client. Et puis, nous avons une variable loin, c'est-à-dire la somme demandée de crédit. Bien évidemment, un client qui veut prendre un crédit, au moins, il doit renseigner la somme demandée. C'est-à-dire, ce n'est pas logique. Un client qui vient à une banque pour demander un crédit et il ne renseigne pas ce champ, ce n'est pas logique. Donc, c'est une anecdote. Hein. On trouve ici 0 champ manquant. Après, on trouve des clients qui ne renseignent pas, par exemple, leur job. Il y a des clients qui ne veulent pas renseigner leur job. Il y a des clients qui ne veulent pas renseigner, par exemple, leur historique. Est-ce qu'ils ont d'autres crédits ou pas? Mortgage due. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont d'autres crédits dans d'autres banques ou pas? Enfin, le client, il est libre. Et toi, dans la banque, tu es libre. Est-ce que tu accordes le crédit ou pas? C'est clair. Maintenant, la question. Quand toi, tu regardes cette variable, par exemple, cette colonne, debt income, en fait, c'est une variable composite qui composée de l'endettement du client et de l'income, c'est-à-dire les madakhil, c'est-à-dire l'argent qui entre chez le client. D'accord? Peut-être le salaire du client. C'est une variable composite, c'est une variable compliquée. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de champs manquants. C'est-à-dire, sur à peu près 6000 clients, nous avons 1000. Donc, presque le 1/6 des valeurs sont manquantes. OK. Bon, toi, tu vas raisonner comme ça. Peut-être à l'œil nu, c'est pas très évident. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux réaliser une opération mathématique. C'est simple. Tu fais df.shape. Voilà. On obtient en fait un pourcentage. On peut obtenir des pourcentages. Et toi, après, tu as le droit, tu peux fixer un pourcentage. Tu peux fixer un seuil. Tu vas me dire,
Si, tu vas me dire, si la colonne, par exemple, contient 95% des champs manquants, eh bien, on supprime la colonne. Imagine une colonne, sur 100 valeurs, il y a 5 valeurs remplies et 95 valeurs manquantes. Est-ce que cette colonne contient de l'information? Bien sûr que non. Bon, là, la colonne la plus grande colonne en termes de manque en termes de champs manquants, c'est debt income, 21%. Puis nous avons rapport dérogatoire, 11%, et puis nous avons 9%, ainsi de suite. Je te donne la règle. Allez, je vais te donner la règle par rapport aux champs manquants. En fait, si le pourcentage des champs manquants est 2, bon, je vais répéter cette phrase 3 fois. OK. Et par exemple, voilà, supérieur à 95%. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime la colonne. On supprime la colonne. Maintenant, si le pourcentage des champs manquants est inférieur à 50%. Inférieur à 50%. En fait, on peut penser par exemple à supprimer, on supprime les lignes contenant les champs. C'est-à-dire que tu peux dire c'est pas grave, je peux supprimer des colonnes. Ce n'est pas la solution idéale, mais toi tu peux quand même supprimer des colonnes. Maintenant le problème c'est le pourcentage des champs manquants est entre 95%, entre par exemple 50% et 95%. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben on remplace. On pense à remplacer, on pense à remplir ces champs. Pense à remplir ces champs manquants. Voilà. Voilà en fait notre règle par rapport à cette histoire des champs manquants. Eh bien, allez, je reviens au cours. C'est bon, on a identifié l'existence des champs manquants. Maintenant, comment on va traiter? Est-ce qu'on va supprimer des lignes? Est-ce qu'on va supprimer des colonnes? Est-ce qu'on va remplacer? OK. Maintenant, imagine si toi, tu vas choisir la facilité. Tu vas me dire, tiens, j'ai 5960 lignes, j'ai 5960 colonnes, clients, pardon. J'ai beaucoup de données, j'ai beaucoup de clients. 5960, c'est beaucoup, hein. C'est pas 30 clients, c'est pas 40 clients, c'est quand même 5960 clients. Tu vas me dire, ben, si je supprime, par exemple, 1267 clients, c'est-à-dire je supprime le 1/6 à peu près, je finis par 4000. Est-ce que 4000 clients me permettent de réaliser des bonnes analyses? Oui, la statistique te dit oui. Car la statistique, si toi, la frontière en statistique, c'est 30. Il y a des gens qui disent 25, il y a des gens qui disent 30, il y a des gens qui disent 40. Mais si toi, tu dépasses la frontière 25, 30, 40, tu peux avoir une convergence de tes lois vers la loi normale. C'est-à-dire que tu peux assurer plusieurs théorèmes mathématiques. Avec 4000, si n égale à 4000, tu peux considérer que n tend vers plus infini. Mais en fait, c'est la facilité. Hein. C'est la solution la plus facile. Tu dis, si la ligne contient une valeur manquante, eh bien, je supprime la ligne. Donc, je viens ici. Regardez comment. Allez, solution numéro 1. Suppression des lignes contenant au moins un champ manquant. Au moins. Alors toi, tu peux après fixer un seuil. Tu vas me dire non, moi je supprime que les clients qui ont 2 champs manquants, 3 champs manquants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je te rappelle quand même que par exemple, ce client, regardez ici le client numéro 4, 0, 1, 2, 3, le client numéro 4. En fait, c'est un mauvais client. Il a renseigné le crédit, la somme de crédit, $1500, puis
On lui demande les autres informations, il n'a rien à renseigner. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'il est logique de garder ce client? Un client qui vient te voir dans une banque ou bien dans une entreprise, ou bien il essaie de saisir un formulaire sur un site internet, il ne renseigne que deux cases. Il ne renseigne pas les 12 cases restantes ou bien les autres cases restantes. Est-ce que ce client est sérieux? Maintenant, qu'est-ce que tu vas gagner à partir de ces clients? Si tu remplaces, si tu le gardes, rien, il n'y a pas d'information sur ce client. Moi, je te conseille de supprimer ce client. Ce client ne contient pas de l'information. C'est clair? OK. Voilà pourquoi on supprime parfois, voilà pourquoi on supprime des clients. Donc maintenant, question, comment on fait pour supprimer des lignes? Tu fais df.drop NA. D'accord? Tu fais df, des tabulation, tu vas trouver drop NA, OK? Bon, regarde, tu exécutes, et ben c'est bon. Nous avons supprimé le client numéro 4. Là, regarde, ce client. C'est-à-dire la ligne 3, eh ben, elle est disparue. Cette ligne est disparue. Il y a plusieurs autres lignes qui ont disparu. Il nous reste maintenant le client numéro 5, le client numéro 7 et tout. Apparemment, tu as compris. Là, la valeur par défaut de drop N1, c'est axe égal à 0. Okay? Donc, si toi, tu mets axe égal à 1, tu commences à supprimer les colonnes. Bien évidemment, drop N1 contient plusieurs autres options. Tu peux, par exemple, dire any. C'est-à-dire tu supprimes n'importe quelle ligne contenant une valeur manquante. C'est-à-dire tu peux mettre any, ou bien tu peux mettre all. OK? Threshold, c'est-à-dire seuil en français. Threshold, seuil. Si toi, tu veux, par exemple, fixer un seuil à 4, tu vas dire, si le client contient au-delà de 4 champs manquants, je les supprime. Si il a un champ manquant, 2 champs manquants, 3 champs manquants, eh ben, je ne le supprime pas. Tu viens ici, dans threshold, tu vas me mettre 4. Subset, en fait, c'est-à-dire, tu peux fixer tes colonnes, tu peux travailler sur des colonnes, tu peux supprimer des clients selon des colonnes. Et inplace, je vais t'expliquer ça après. Donc, si on veut supprimer des colonnes, ben, tout simplement, je fais df.drop.na. Donc, je vais mettre ça dans df clean, dans une base de données propre. Hein. Voilà. Maintenant, je fais df clean.shape. Je fais df.shape et regardez. Quand j'ai supprimé toutes les lignes, tous les clients ayant au moins un champ manquant, je finis par 3364 clients. Alors qu'à la base, j'avais 5960 clients. C'est beaucoup d'informations perdues, oui. Nous avons perdu beaucoup d'informations. Mais est-ce que les 3364 clients qui nous restent suffisent pour réaliser de bonnes analyses de données? Oui, car 3000, c'est beaucoup. Il ne te reste pas 30, il ne te reste pas 40, il ne te reste pas 25. Non, il te reste 3000 clients, c'est beaucoup de données. Mais maintenant, bien évidemment, hein, si je change le threshold, là, threshold, par exemple, je mets par exemple, allez, je mets 5. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nombre de lignes augmente. Hein. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai gardé les clients ayant un champ manquant, 2 champs manquants, 3 champs manquants, 4 champs manquants. On ne va pas faire ça. Maintenant, si toi tu es pressé, et tu veux, par exemple, éviter cette affectation, si tu veux éviter cette affectation, tu peux mettre inplace égale à true. Mais c'est one way, hein. Tu exécutes cette commande d'une seule fois. Si tu fais inplace égale à true, ça veut dire que le changement va être effectué sur DF, sur place. Et c'est bon, on va perdre la base de données initiale. C'est-à-dire, si tu veux récupérer la base de données initiale, tu dois faire PD et CSV. Je n'ai pas envie de faire ça maintenant. C'est clair? Hein? Attention, ça c'est... allez, on va accélérer quand même, c'est pas un cours de Python.
Donc ça, c'est, on exécute ça une seule fois. Exécution, on exécute pour une seule fois. OK. Allez, je continue. Je continue dans mon travail. Donc, je continue. Voilà, dfclean.shape. Maintenant, imagine, si toi, tu ne veux pas supprimer les lignes, tu veux supprimer les colonnes, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il suffit de changer d'axe. Tu lui dis axe est égal à 1. Mais, et regardez, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste uniquement deux colonnes. La variable cible, bad, mauvais client 1, bon client 0, et la variable valeur de crédit demandé. C'est clair? Vraiment, on a perdu toutes les autres informations. On n'a rien gardé. Attention, axe est égal à 1, axe est égal à 0. Je sais que toi, tu fais beaucoup de CRUD, enfin, tu as étudié SQL, donc essaie toujours de regarder, est-ce que toi, tu travailles sur l'axe numéro 0, sur l'axe numéro 1, peut-être sur un axe numéro 2. Et si toi, tu as un cube, peut-être tu vas finir par une forme géométrique sous forme cubique. Voilà, donc là, je mettrai ici suppression des lignes, des colonnes. Et je commente ça. Allez, on passe. Maintenant, c'est quoi notre troisième astuce, ou bien notre troisième étape par rapport au traitement de ces champs manquants? Eh bien, c'est l'amputation, amputing missing value, c'est-à-dire remplacer les valeurs manquantes par une valeur numérique. Là, bien évidemment, je parle des champs numériques. Donc, il existe en fait plusieurs techniques d'amputation. OK? Voilà. On peut remplacer les champs manquants. C'est-à-dire, toi, tu as une colonne. Toi, tu disposes d'une colonne. Par exemple, la colonne value. Une colonne numérique. Ce sont des valeurs réelles, continues. Nous avons ici un champ manquant. Tu dis, au lieu de supprimer la ligne, je vais remplacer la valeur je vais remplacer le champ par la valeur moyenne. Est-ce que c'est correct? Je ne sais pas. Normalement, c'est grossière, c'est pas correct. Il faut regarder les distributions statistiques. On peut pas remplacer comme ça avec la valeur moyenne. Mais c'est une stratégie. Tu peux remplacer la valeur ici, numérique, manquante, par la valeur moyenne. Tu peux remplacer ce champ par la médiane. Tu peux le remplacer par la valeur précédente, c'est-à-dire par cette valeur. Ou bien par la valeur suivante, c'est-à-dire par cette valeur. Tu peux remplacer le champ manquant par la valeur la plus fréquente, c'est-à-dire la valeur qui se répète le plus. C'est clair? Et il existe d'autres techniques, c'est-à-dire tu peux utiliser l'ACP, oui, on peut utiliser l'ACP pour remplir les champs manquants. L'ACP étudié la semaine passée peut être utilisé pour remplir les champs manquants. Voilà. Bon, je te donne quand même le code qui permet quand même de faire le remplissage des champs manquants. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? En fait, on va pas implémenter ça maintenant, on va perdre du temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller à scikit-learn.preprocessing, tu vas charger imputer. C'est une classe, I majuscule. Puis, tu viens dans imputer, tu lui dis missing value NaN, c'est-à-dire remplis-moi ces valeurs NaN par une stratégie médiane, fréquente, c'est-à-dire la valeur la plus fréquente. Et tu spécifies l'axe, c'est-à-dire le calcul de la moyenne, est-ce qu'elle s'effectue selon l'axe 0 ou bien selon l'axe 1, ou bien peut-être selon l'axe 2, ou bien selon l'axe 3 en cas de dimension. Puis tu utilises la méthode fit et tu fais fit transform. Enfin, on peut faire ça maintenant, hein, mais bon, on ne sait pas faire, non, on peut faire ça maintenant.
faire ça comme ça. Puis, je viens ici. Après, bien évidemment, on aura des problèmes avec listen et job, puisque ce sont deux variables qualitatives. Donc, le code, on va finir par des erreurs. Hein. Mais toi, tu peux utiliser ça chez toi. OK, très bien. Très bien. Donc, juste, je vais écrire en fait un petit paragraphe là. Quand j'exécute. Est-ce que... Attends. Ah, apparemment, en fait, c'est un ancien code. Computer, apparemment, il a changé de nom. Ok, c'est pas grave. De toute manière, on va pas remplacer en fait par la valeur moyenne ni par la médiane maintenant. C'est clair? Mais toi, tu peux en fait faire, enfin, tu peux aller googler cette erreur. Après, sincèrement, j'ai oublié maintenant où ça se trouve en Python. Tu peux googler ça rapidement. Et je pense qu'ils ont changé de ce module. Ça se trouve maintenant à sample imputer. En fait, dans imputer. Compute. Et là, je viens ici. Ah, c'est bon, c'est bon. Faites attention. Il faut aller au sous-module impute. D'accord? En fait, dans scikit-learn, apparemment, dans la dernière version, ils ont changé la position des modules. Donc, dans impute, tu fais sample imputer et tu appelles ce code-là. Bon, ne vous inquiétez pas. Hein. Pendant la semaine, je vais updater le cours. Et il y a là ceci. Il y a un petit ceci. Bref. Donc, je viens ici, j'écris attention, attention. Donc, quand même en gras, hein, en gras. Attention. Attention. Quand on remplace les champs numériques, manquants par la moyenne, la médiane, la valeur la plus fréquente, la valeur suivante, la valeur précédente. On est en train d'ajouter des hypothèses qui n'existent pas initialement dans les données. C'est-à-dire, tu risques de fausser tes données, tes analyses. D'accord? Attention, on ne joue pas avec ça. C'est-à-dire, quand toi, tu remplaces par la valeur moyenne, tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Hein. Sinon, c'est pas bien. Bien. Allez, on va passer maintenant à la deuxième partie, ou bien à une autre étape dans la partie préparation des données, qui s'intéresse aux variables catégoriques. C'est-à-dire, toi, tu commences par supprimer les champs manquants, et puis tu passes aux variables qualitatives. Et l'idée, c'est d'encoder ces variables qualitatives. Regardez comment je vais faire. Donc, je viens ici, je vais changer vers Markdown, et j'écris traitement des variables qualitatives. Bon. Dans les variables qualitatives, on trouve en fait deux catégories. Bon, quelles sont nos variables qualitatives aujourd'hui? Quelles sont nos variables qualitatives? Nous avons en fait reason et job. OK?
Donc, je prends par exemple la variable reason. Je trouve home improvement, NaN, il y a des champs manquants, et depth consolidation. Nous, techniquement, on traite les variables qualitatives une fois on finit de supprimer, par exemple, les champs manquants. Donc, je vais utiliser plutôt df clean. Je vais utiliser plutôt df clean. Allez. Afin de savoir, il existe combien de catégories, on utilise unique, la méthode unique. Bon, là, nous avons deux catégories. Home, improvement, depth consolidation. Mais imaginez un jour, tu finis par exemple par tous les gouvernorats en Tunisie. Question, il y a combien de gouvernorats en Tunisie? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu utilises n unique. Tu vois? Reason ici, la raison, c'est une variable qualitative à deux catégories. Deux catégories. Donnez-moi une autre variable qualitative à deux catégories. Par exemple, la variable gender. En anglais, sexe, par exemple en français. Femme, homme. Femme, homme. Deux. Donc, première possibilité, les variables qualitatives à deux catégories. Ou bien deux modalités. On dit aussi deux modalités. Les statisticiens disent deux modalités. C'est clair? Donc, encore une autre fois, utiliser unique et unique. OK? Maintenant, je vais regarder la variable job, ou bien la colonne job. Ben, je trouve other, office, quelqu'un qui travaille, par exemple, mouazzaf, quoi, dans un bureau. Sales, quelqu'un qui travaille dans les ventes. Manager, un prof. Self, quelqu'un qui travaille chez lui. Bon, on trouve NaN. Tu vois? En fait, il a considéré NaN comme une autre catégorie. C'est dangereux. Hein? C'est-à-dire, la non-existence d'information en soi est une information. Bon, je n'ai pas envie d'encoder NaN, donc je vais travailler avec clean. Maintenant, je vais calculer le nombre. Des champs, des catégories dans job, je trouve 6. En Tunisie, je pense qu'il y a 24 gouvernorats. Hein. Donc, imagine, donc, quand toi tu fais unique, là, tu vas finir par 24 chaînes de caractères, ou 23, je ne sais pas. Aux États-Unis, il y a 50 États, 51 États. Imagine, toi, tu analyses des fichiers log issus de 300 serveurs. Chaque serveur possède un nom. Donc, tu vas finir là par, c'est-à-dire sur l'écran, par 300 noms. Est-ce que tu vas compter à la main? Non, tu ne peux pas compter à la main. Tu utilises cette fonction, NUnique. C'est clair? Puis, nous avons les variables qualitatives à plus que deux catégories. Plus que deux catégories. Attention, hein. Le traitement de ces deux styles de variables change. Hein. On ne traite pas les deux variables de la même manière. Très bien, allez-y. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces variables qualitatives? On va encoder ces variables qualitatives. Toi, tu peux encoder à la main. Hein. C'est simple. Tu m'écris une boucle for. Tu écris une boucle for. Et une condition if reason i, enfin, entre deux crochets i, égale home improvement. Tu mets 1, sinon tu mets 0. Sauf que c'est très lent. Et les data scientists, hein, la communauté a développé beaucoup d'outils qui permettent d'accélérer le calcul. Donc, regardez comment on va encoder ces variables. Donc, allez, donc encodage de la variable reason. Encodage de la variable reason. À cet égard, qu'est-ce qu'on va faire? La variable reason ayant deux catégories. La variable reason, ou bien reason, ces deux catégories, on va utiliser ce qu'on appelle un label encoder.
un label encoder. Qu'est-ce que ça veut dire label encoder? C'est pas un one-hot encoder. Bon, dès maintenant, hein, je te mets un one-hot encoder différent de one-hot encoder, car on va utiliser aussi one-hot encoder. Je vais aller à scikit-learn, donc from scikit-learn. Pre-processing, c'est-à-dire la bibliothèque de préparation des données, on va charger label encoder. En fait, je te montre quand même toutes les autres classes de pre-processing. Tu vas trouver binarizer, kernel center, label binarizer, label encoder, max ABS scaler. En fait, tu vas trouver toutes les classes one-hot encoder, normalizer, permettant d'encoder des variables qualitatives. D'accord? Donc, import, label encoder. Bon, c'est une classe, je vais l'instancier. OK? Je vais l'instancier, LE. Puis je fais LE fit transform, LE fit transform et fclean. Ah, je veux travailler quand même sur la base de données, sur le fichier qui ne contient pas des données manquantes. Et je encode reason. Shift entrée, bon, voilà. J'ai encodé reason, j'ai transformé, c'est-à-dire la colonne reason, sans champ manquant, en un tableau contenant des 1 et des 0. Voilà. Bon, laissez-moi envoyer ça dans un tableau, je vais l'appeler reason encodé, par exemple. Reason encodé. Maintenant, n'oubliez pas, le but quand même, c'est d'encoder ces variables qualitatives et de les garder à l'intérieur du data frame. Là, notre tableau reason, ne se trouve pas à l'intérieur du data frame. Notre tableau reason encodé se trouve, enfin, c'est un tableau NumPy. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit réaliser un merge ou bien une concaténation. À cet égard, on est obligé, car quand même, quand je fais print type reason encode, c'est un objet NDArray de la classe NDArray du NumPy. Alors que, par exemple, dfclean, c'est un objet dataframe de Pandas. Je ne peux pas mettre un tableau NumPy à l'intérieur d'un truc dataframe, Pandas. Je dois transformer donc reason encode en un dataframe. OK, on va faire ça. Transformation de reason encode vers un dataframe. Très bien. Regardez, je fais pd dataframe. Je lui dis data égale à reason encode. Puis, je dois quand même lui spécifier le nom de la colonne. Et je vais appeler cette colonne, par exemple, reason. D'accord? Allez, je travaille en minuscule, car reason, le nom de la colonne dans le dfclean est en majuscule. Bon, je fais shift entrée, boum. Tu vois? J'ai obtenu ici un dataframe reason encodé. Maintenant, il est où le problème? Regardez les indices. 0, 1, 2, 3, 4. Alors que, si moi je te montre des fclean, regardez les indices. 5, 7, 19, 15. Si toi, tu essayes de réaliser ton merge, ton concaténation entre les deux dataframes, tu vas échouer. Car on n'a pas, les deux dataframes ne disposent pas du même indice. Regarde là, pour reason, l'indice c'est 0, 1, 2, 3 jusqu'à 3363. Par contre, l'indice dans dfclean c'est 5, 7, 19, 25, 26. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens ici, donc, dans la fabrication, donc, quand tu fabriques, quand tu transformes reason encode en dataframe, tu fais index
Ok, tu fais index égal et tu lui donnes l'indice de df clean. Bon, tu vois? Attention, hein. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire du pandas. Moi bon, si j'étais libre, je peux t'enseigner, c'est-à-dire je consacre 3 heures ou bien 6 heures à pandas. 6 heures à présentiel, 6 heures présentiel. Mais il est impossible. Le but, c'est d'étudier le data mining. Moi, je te donne en fait des ouvertures. Toi, tu peux aller après chercher Pandas. C'est clair? Sinon, Pandas est tellement important, Pandas Panel Data, que 1% de recherche et des questions sur Stack Overflow, imaginez Stack Overflow, JavaScript, Angular, React.js, Node.js, C++, 1% de Stack Overflow, les questions traitent Pandas. Donc, c'est une bibliothèque hyper intéressante. Essayez de faire une formation sur Pandas. Donc là, je veux appeler ça Reason DF, Reason Data Frame. Très bien, là, je suis content. Je suis content. Maintenant, toi, tu vas me demander, maintenant, donc quand tu regardes Reason en code, tu vas trouver des 1 et des 0. Et bien, tu vas me demander, le 1, c'est quoi? C'est Home Improvement ou bien Debt Consolidation. D'accord? La solution est simple. Si tu veux savoir comment scikit-learn, car nous, on encode avec scikit-learn. Si toi, tu veux savoir comment scikit-learn a encodé, tu prends l'objet ici, LE, regarde, tu fais LE, fit transform, et à l'intérieur du fit transform, tu lui donnes un élément. Là, tu vas obtenir, purée, excusez-moi, c'est pas fit transform, c'est inverse transform. Excusez-moi, c'est inverse transform. Inverse transform. Là, tu vas obtenir, c'est-à-dire, LE inverse transform. Ce que j'ai fait là. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Il doit en fait me renvoyer. Il doit me renvoyer une catégorie là. Donc, je vais transformer ça en un tableau NumPy. Shape 3,1. Ah, c'est bon, c'est bon. Il a donné le résultat. Oui. Attends, oui, Abdelaziz, ça a marché chez toi, tant mieux. Enfin, je ne sais pas pourquoi chez moi ça n'a pas marché. En tout cas, regarde comment ça marche chez moi. Regarde comment ça marche chez moi. Je fais LE inverse transform, mp.array, 2,0 et je fais le reshape. Donc déjà, si je supprime le reshape, c'est bon, c'est mieux comme ça. Je vous conseille quand même de travailler avec des tableaux NumPy. À la khatr. Pourquoi? Car quand tu travailles avec 2 crochets, c'est une liste. Et une liste, par définition, en Python, ça marche chez moi. Ouais. Là, ça vient de marcher. Donc, tu fais LE.inverse transform en 2,0, tu obtiens un debt consolidation. On va répéter la même chose. Mais au lieu de 0, je vais mettre 1. J'obtiens home improvement. C'est clair? Voilà. Quand même, c'est fastidieux. Hein, c'est fastidieux. Allez, on va passer maintenant à quoi? Allez, rapidement. On va passer à l'encodage de notre variable qualitative, qui dispose de 6 catégories. Donc, concentre-toi. Il existe en fait 2 types de variables qualitatives. Il existe 2 types de variables qualitatives. Des variables qualitatives ayant 2 catégories, deux modalités. Comment tu encodes ces variables qualitatives? 1, 0, 1, 0. Là, je te donne une méthode avec scikit-learn. Je te donne une technique. Il existe en fait une deuxième catégorie de variables qualitatives. Eh bien, ce sont les variables qualitatives ayant plus que 2 catégories. Comment on fait pour les encoder? Je vais te montrer. Allez, encodage de la variable qualitative, Parisian, job. Bon. Donc, là, attention, on va utiliser un one hot encoder. Bon,
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez, je fais from scikit-learn, pre-processing comme d'hab, OneHotEncoder. Bon, c'est une classe, je veux l'instancier, okay? Et puis j'applique la méthode fitTransform sur dfclean, dfclean de crochet, et je lui donne job. Ah, ça n'existe pas, job. Ah, il faut que je change le... Ah, apparemment, il veut en fait un tableau NumPy. Regardez, là, il me demande en fait un tableau NumPy. Il veut un tableau NumPy et il veut faire un reshaping, -1. Donc, un tableau NumPy, je fais values. Après, pour le reshaping, je fais reshape -1. J'exécute, c'est bon, ça marche. Bon, j'obtiens un sparse matrix, une matrice creuse contenant des 1 et des 0, 3364 lignes, 6 colonnes, mais attention, enregistré en utilisant une liste chaînée. Bon, donc j'envoie ça vers, par exemple, matrice, ok? J'envoie ça vers matrice. Maintenant, quand même, on a envie de voir cette matrice. Je lui dis to array. Boum, j'obtiens ça. Tu vois? J'obtiens ça. C'est-à-dire, avec OneHotEncoder, on a réussi à encoder une colonne. Nous avons réussi à encoder une colonne contenant 6 catégories. Bien sûr, tu élimines les champs manquants. NaN, ça n'existe plus. Hein. Je travaille avec dfclean. Sinon, tu risques que scikit-learn va considérer NaN comme un autre champ. Attention, je travaille sur dfclean. J'ai 6 catégories, 6 modalités. Quand tu fais OneHotEncoder, il va te transformer les 6 modalités en 6 colonnes. C'est clair? On ne fait pas label encoder avec une variable qualitative ayant 6 catégories. Enfin, si, on peut faire ça, mais pour une classe d'algorithmes, par exemple, arbre de décision, random forest. Après, pour les autres classes d'algorithmes, ça ne supporte pas ça, car ça introduit une certaine hiérarchie. Bon, donc j'envoie ça vers job encodé. Maintenant, qu'est-ce que nous reste? Pareil, hein, job encodé, c'est un objet NumPy. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut supprimer la colonne job du data frame dfclean et mettre à sa place une autre colonne job encodée. Et là, notre colonne job est un objet NumPy. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer tout ça en un data frame. Allez, PD data frame, c'est clair. Puis, je fais data égale à job encodé. Et là, attention, nous avons 6 colonnes. Donc, comment on fait pour avoir 6 colonnes? C'est simple. Je peux aller à OE, notre objet de OneHotEncoder, et je cherche les catégories. Je vois les catégories Manager, Office, Other, Prof, Sales et Self. Allez, on va regarder. Est-ce que c'est correct ça? Bon, on va regarder. Donc, je copie tout ça. Hein. CTRL-C. Je viens ici dans Columns. Je colle, exécute. J'obtiens un data frame. C'est quoi le problème? Apparemment, vous avez compris, c'est l'indice. Eh bien, je vais changer l'indice. Je vais mettre là plutôt index égale dfclean.index. Je mets l'indice de la base propre.
exécute, et bien là, c'est bon, je règle le problème de l'indice. C'est bon, maintenant mon data frame est correct. Donc je fais job underscore df. Voilà. Allez, on va vérifier est-ce que notre encodage est correct ou pas. Allez, on va vérifier sur quelques lignes. Regardez, je prends job. Allez, dites-moi, c'est quoi le premier client, le client numéro 5 dans df clean? Qu'est-ce qu'il fait? Le client numéro 5. Eh ben, il travaille dans other. Donc, c'est pas office, c'est pas manager, c'est pas prof, c'est pas sales, c'est pas safe. Je travaille pas chez lui. Other, ركزوا معايا. Other office et manager. Other office manager. Regardez maintenant, df, non pas df, mais job, job df. Other, 5, 7, et puis office. C'est bon, hein? Notre encodage est correct. J'espère que j'étais clair. Hein? Notre encodage est correct. Maintenant, qu'est-ce que nous reste? Il nous reste en fait une astuce. Il y a un piège à ne pas faire. Qu'appelle-t-on ce piège? Qu'appelle-t-on ce piège? Ça s'appelle the trap of the dummy variable. The trap of the dummy variable. Je t'explique. Quand on encode une variable qualitative ayant plus de modalités. Par exemple, comme chez nous, là, 6 modalités. On finit par une matrice à 6 colonnes. Souvent, attention, hein, c'est un peu compliqué. Souvent, ces 6 colonnes sont corrélées. Ces colonnes sont corrélées hein, entre elles, sont autocorrélées. Laissez-moi plutôt écrire autocorrélées, ou bien corrélées mutuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime une colonne parmi les 6. J, colonne, mais 7 tu vas me dire, pourquoi tout ça? Je vais t'expliquer une minute. Regarde. Je vais prendre job df. Allez. Je vais cacher en fait other. Je vais mettre la souris sur other. Et on commence à compter. Le client numéro 5, il n'est pas manager, hein, 0 dans manager. Il ne travaille pas dans un bureau. Il n'est pas prof. Il ne travaille pas dans les ventes. Il ne travaille pas chez lui. D'après vous, il est quoi? Et toi, tu as ces catégories. Il n'est pas manager, il n'est pas office, il n'est pas prof, il n'est pas sales, il n'est pas self. Donc forcément, il est other. J'éloigne ma souris, tu trouves un dans other. C'est-à-dire, le fait de connaître l'état de 5 colonnes te permet de connaître forcément l'état de la 6e colonne. Tu vois, ça s'appelle the dummy variable trap. Trap en anglais, ça veut dire piège. The dummy variable trap. Malheureusement, il n'y a pas ça en français. The dummy variable trap. On peut répéter ça avec manager. Regardez, le client numéro 25. Je vais mettre la souris sur 1. Il n'est pas office. Il n'est pas other. Il n'est pas prof. Ni sales, ni self. D'après toi, il est quoi? Et toi, tu as ces catégories. Manager. J'éloigne la souris, je trouve 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut obligatoirement supprimer une colonne. Après, tu vas me dire, quelle colonne je supprime, laquelle? Donc, je répète. Allez, l'exemple par rapport à la Tunisie. Écoutez-moi, hein, arrêtez-moi, c'est important ça. Je prends la Tunisie. Par exemple, imaginons, hein, peut-être que je me trompe. Sincèrement, je ne sais pas. En Tunisie, par exemple, il y a 24 gouvernements. Tunis, Bizerte, Jandouba, Béja, Mednine, je ne sais pas moi. Tu travailles sur des agences bancaires
et c'est une variable qualitative. Gouvernorat, c'est une variable qualitative. C'est une colonne qui contient des champs des strings, des chaînes de caractères. Et bien, tu veux encoder cette variable. Tu appliques one-hot encoder. On finit par combien de colonnes? 24 colonnes. Ces 24 colonnes sont autocorrélées. Qu'est-ce que tu fais? Tu supprimes une colonne. Tu passes à 23. Ça te rappelle quoi? La malédiction des grandes dimensions. C'est-à-dire, donc, par rapport à la Tunisie, 24, enfin, une colonne à 24 gouvernorat, donne avec one hot encoding. Après, pourquoi tu ne m'as pas posé la question, pourquoi on ne fait pas de label encoder avec 24 gouvernorats? Pourquoi? Qui peut me donner la réponse? One hot encoder. Avec one hot encoder, on passe à 24 lignes, 24 colonnes. Attention, dummy, variable, wrap. Comment on fait pour régler ça? On suppression d'une colonne. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Tu vois, c'est un art. Hein. La préparation des données, hein, c'est vraiment c'est mélangé, c'est un art. Bon, je t'envoie ça. Ok. Bon, maintenant tu vas me demander pourquoi j'ai pas fait label encoder sur les gouvernorats là. Qu'est-ce que tu vas par exemple donner 1 à Tunis, tu vas donner 2 à Bizerte, tu vas donner 3 à Beige, tu vas donner par exemple, je sais pas moi, 13 ou 14 à Sousse. Maintenant, l'algorithme, quand il va analyser, l'algorithme, quand il va calculer des distances, il va trouver Sousse 13, il va trouver Tunis 1, il va accorder beaucoup plus d'importance à Sousse. Il va penser que Sousse c'est plus important que Tunis. Alors que je sais pas, moi, j'en sais rien. Parce que si Sousse est plus important que Tunis par rapport à des agences bancaires, je sais pas. Mais l'algorithme, toi, quand tu fais label encoder sur une variable qualitative ayant plus que 2 catégories, tu finis par un problème de tu vas hiérarchiser l'information. Tu vas dire que ce gouvernorat est plus important que ce gouvernorat. Par exemple, là, sur notre exemple, manager Office, si tu vas donner à manager 0, à Office 1, à Other 2, Prof 3, Sales 4, Self 5, eh bien, l'algorithme va penser que Self est plus proche de Sales, puisque Self c'est 5 et Sales c'est 4. Alors qu'entre Self et manager, il y a 6. N'oubliez pas, hein, on va calculer des distances. C'est une hiérarchisation. Et ça, c'est pas bien en data science. Donc, avec ce style de variable, travaille avec one hot encode. OK. Bon, est-ce que je t'ai envoyé ça? C'est bon, je t'ai envoyé ça. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer notre nouvelle base de données. Donc, regardez, donc, nous avons clean. Notre base DF clean, nous avons une base. Un data frame. Nous avons job df, laquelle je dois supprimer une colonne, hein, rappelez-moi. Et puis j'ai reason df. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va en fait coller, concaténer ces trois data frames. Allez, je viens ici, j'écris concaténation des 3 data frames. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le data frame clean et je vais supprimer 2 colonnes. Lesquelles? Les 2 colonnes qualitatives. Hein. Donc, df drop. J'utilise drop. Balance, je lui donne les colonnes. Regardez, df clean contient reason et job. Donc, dans colonne, je lui dis reason, virgule, job. Est-ce que j'ai supprimé? Est-ce que c'est correct ça? Je change sur là. Colonne. Pourquoi il se colorie comme ça?
Euh, bon, j'exécute. Ah, c'est un zéro. Bon, je répète. Job. ناقص double quote fermante في الريزن monsieur. Ah oui, j'ai pas vu. Merci. Hein. Tu sais, je suis concentré sur un autre truc là. B. Je suis concentré sur la concaténation. Merci, merci beaucoup. B. Regarde. Donc, quand j'ai fait ton df clean, tu vois, je supprime les deux colonnes. Toi, tu peux mettre bien évidemment là, je vais mettre in place égale à true. Si tu mets in place égale à true, eh ben, tu peux supprimer ça. Tu peux supprimer ça. Bon, moi, j'aime pas in place égale à true, spécialement dans Jupyter Lab. Après, dans le prod, dans la production, fais in place égale à true. Là, évite de faire ça dans Jupyter Lab. OK? Donc, j'exécute. Notre forme d'Enax, c'est bon, c'est déjà supprimé. Maintenant, Markdown, code. Très bien. Allez, je prends maintenant. Merci Abdeslam. Je fais job df et je vais supprimer la colonne manager. D'accord? Donc, pareil. Allez, je fais job est égal à job df drop columns et je supprime manager. C'est bon. Job df. Bon, tu vois, je finis par 5 colonnes. Si quelqu'un te demande pourquoi, the dummy variable trap. Il n'est pas bien de garder des variables corrélées hein, dans la base de données. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? L'autre, reason df. Donc, nous avons df clean, job df, reason df. Il faut concaténer ces 3 bases de données. C'est facile. Je fais quoi? Je fais pd concat. Je fais pd concat. Tu vas utiliser une méthode qui se trouve dans le module. Hein. Donc, pd concat, dans un objet itérable, hein, dans une liste. Tu lui passes les noms de tes bases. Donc, df clean, job df, puis reason df. Bon, allez, je vais exécuter cette commande. On va obtenir ça, un message d'erreur. Il est où le problème ici? Est-ce que c'est correct ce que j'ai fait? Allez, rappelez-vous en fait de vos cours du SQL. Quand toi, tu disposes de deux tableaux, de 2 tables, comment tu peux concaténer? Tu peux en fait faire la concaténation selon l'axe vertical et tu peux concaténer selon l'axe horizontal. Eh bien, SQL, ou bien là, Pandas, quand il concatine, tu fais la concaténation selon l'axe vertical, il va te remplir le 2 champs vides par quoi? Par des NaN. Eh bien, c'est le cas. Tu vois, il y a plein de NaN. D'ailleurs, on finit par un nombre un peu bizarre de lignes, 10 000 lignes. Je n'ai pas 10 000 clients, hein, attention. Donc, c'est quoi la solution? Il faut changer l'axe. Il faut jouer un peu sur les paramètres de concat et je change l'axe. Voilà, tu mets axes égal à 1, axes equal 1. C'est clair, j'espère que j'étais clair. Donc, voilà notre, bon, je vais appeler ça df encodé. C'est une base de données encodée. Attention à la concaténation, à l'axe de la concaténation. C'est bon, là, c'est bon, donc df encode. Donc j'ai la variable cible. Bon, peut-être vous n'avez pas l'habitude d'avoir la variable cible à gauche. Et puis j'ai les autres variables explicatives. Et à la fin de mon data frame, j'ai office, other, prof, sales, self et reason. Bon, on peut bien évidemment transformer, hein, on peut supprimer la variable cible. Par exemple, si je supprime la variable cible, je transforme l'étude en un apprentissage non supervisé. Et voilà, tu as des variables mélangées, parfois continues, parfois discrètes.
Enfin, l'ACP ne marche pas bien ici. Là, on est en train de travailler avec des vraies données. Hein. Voilà la réalité. Bienvenue à la vie réelle en sciences de données. Tu vas finir par des variables continues, des variables discrètes. Si tu gardes la variable cible, c'est un apprentissage supervisé. La variable cible est discrète, 1 ou 0. Bon client, mauvais client. Donc, tu vas faire une classification. Bon, on n'y est pas là pour l'instant. Allez, je continue sur la partie, sur la préparation des données. Donc, toi, dans le cours, tu vas trouver en fait plein de codes qui va te montrer comment tu vas encoder tes classes. C'est clair, hein? C'est clair. Maintenant, qu'est-ce que nous reste? Il nous reste en fait la séparation, c'est-à-dire à l'intérieur, je prends l'ensemble des données et je divise cet ensemble en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. Ok? Bon, on va faire ça maintenant. Donc j'ai des F code. Allez, on passe à la troisième étape. Division du lot de données en deux lots. En deux lots. Ok, en deux lots. Lot d'entraînement et lot de test. En anglais, splitting of the dataset into two parts, par exemple, train dataset and test dataset. Bon, on va travailler en fait avec la technique numéro 1 qui s'appelle le random sampling, l'échantillonnage aléatoire. Il existe 4 techniques. Aujourd'hui, on va juste faire de l'échantillonnage aléatoire. Donc, échantillonnage aléatoire. Échantillonnage aléatoire. Alors, from escalieren, point, comme d'hab, pre-processing, non, model selection. Hein. Model selection va charger la fonction train test split. From scikit-learn, model selection, on va charger train test split. Et je vais prendre deux print screen hein, par rapport à la présence. C'est bon. Et slide. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Allez. Donc, X-train, ok, X-test, Y-train, Y-test, la variable cible, égale train test split, train test split. Ah, je n'ai pas exécuté cette commande, c'est normal, donc train test split. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va diviser? N'oubliez pas, nous avons dit F, notre base de données initiale avec des valeurs manquantes. Non. Nous avons dit F clean, notre base de données sans valeur manquante, mais avec des variables qualitatives. Et nous avons des F encodés. Eh bien, on va travailler avec des F encodés. Donc, pour X, je vais lui donner des F encodé. Sinon, bon, peut-être c'est un peu compliqué pour vous, ça. Regardez, je vais fabriquer un X et un Y. C'est plus simple. Hein. X et Y ici. Donc, dans X, j'utilise iLock. Je mets 2 points pour avoir toutes les lignes. Et je n'ai pas envie de prendre la première colonne. La première colonne ne représente pas, c'est pas une variable explicative, c'est une variable cible. Donc, je commence à partir de 1. Je commence à partir de 1 jusqu'à la fin. Tu vois?
df encode.ilog, 2 points pour toutes les lignes, 1, 2 points. Pour toutes les colonnes à partir de la colonne numéro 1. Maintenant, pour y, je fais quoi? Je lui dis, tu prends la première colonne. La première colonne. C'est bon. Là, c'est bon, ça marche. Donc, je viens ici. Je lui donne X et Y. Test size. Enfin, nous avons assez de données, hein, quand même 3000 clients, c'est beaucoup. On va prendre 20% pour entraîner et 80% pour tester. Pardon, 80% pour entraîner et 20% pour tester. Puis random state égale à 1. L'échantillonnage aléatoire, en fait, nécessite une initialisation aléatoire. Je vais vous expliquer ça dans les séances qui viennent, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, j'exécute. Quand même, j'exécute. Shift. Enfin ça, Shift M, c'est bon. Ouais, je vous envoie ce code. Maintenant, on va vérifier. Toujours, toi, quand tu fais le train test split, toi, tu as X et Y. Quand tu divises par 2, tu finis par 4 ensemble. X train. Puis, X test. Puis, Y train. Puis, Y test. Bon, regarde. Donc, quand même, je te donne df encodé. Allez, df encodé. Point shape. Regarde. Nous avons initialement 3364 clients. Et lignes, quoi. Nous avons divisé en 20%, 80%. Alors, ce qui donne 2691 pour l'entraînement et 673 pour tester. Ça va, hein, 2691 clients, c'est quand même beaucoup de données. Là, je parle d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire que tu peux assurer la convergence de des estimateurs statistiques. Puis, je finis avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le rescaling, c'est-à-dire on va transformer les colonnes, ou bien enfin, les variables numériques, remettre toutes ces variables à la même échelle. N'oubliez pas, regardez, quand je fais des F encodés et je fais describe, par exemple, quand je regarde la valeur maximale ici, par exemple, de bed, c'est 1. Bon client, mauvais client, 1 et 0. Là, j'ai 89 900. Pour value, j'ai 512 000. Il y a un client qui a mis une propriété de 512 000 $. Après, tu as des variables où la valeur maximale, c'est 41. 10, 10. 1168, 13, 64. Comment tu fais pour garder l'information? Et on doit transformer ces variables, sinon les algorithmes ne vont pas donner des bons résultats. Nous avons aussi un autre problème, nous avons des variables quantitatives discrètes, hein, office, other et prof. On verra demain comment on traite ça. Alors, techniquement, là, on a fini. S'il n'y a pas de questions, je quitte. Je vous enverrai le code aussi. Attends, je vais arrêter l'enregistrement.